et ces voyages que nous imaginions lorsque nous étions à peine plus que des enfants. Bienvenue dans cet espace où nous prêtons l'oreille ensemble aux murmures qui se cachent derrière le tonnerre des applaudissements. Aujourd'hui, nous tournons les pages du grand livre de la vie d'un homme que la France entière pensait connaître par cœur, mais dont elle ignorait les blessures les plus profondes et les plus secrètes. Représentez-vous un instant un dandy, à l'éternel sourire en coin, une voix de velours qui a fait danser des générations entières, et une silhouette devenue absolument indissociable de celle du fameux détective Nestor Burma. Guy Marchand était bien plus qu'un homme élégant. Il était l'incarnation même d'un certain chic à la française, d'une classe désinvolte et pleine de charme. Ce séducteur invétéré à qui tout semblait sourire donnait l'impression de posséder l'intégralité des trésors de ce monde, la gloire, la fortune et l'amour des plus belles femmes de son époque. On pourrait sans peine imaginer une telle légende terminer ses jours dans un manoir, cossu, baignant dans le luxe et les souvenirs dorés à l'abri de tout besoin matériel. Pourtant, la réalité s'est révélée infiniment plus poignante et bien plus cruelle que le plus sombre des scénarios de cinéma qu'il ait jamais eu à interpréter. C'est dans la lumière déclinante de ces tout derniers jours à Cavaillon, bien loin du faste des tapis rouges parisiens, que Guy Marchand a pris la décision de rompre un long silence pour dévoiler une vérité absolument choquante. Ce n'était plus la vedette intouchable qui prenait la parole, mais un homme usé, assis dans un fauteuil roulant, qui confessait à la face du monde son plus lourd secret. Il était complètement ruiné. Oui, vous avez parfaitement entendu. L'homme aux 1001 talents a quitté cette scène sans un sou vivant ces derniers instants, dans une modestie qui contrastait de manière saisissante avec le faste de son passé flamboyant. Comment un tel trésor national a-t-il pu absolument tout perdre pour se retrouver dans une situation d'une précarité aussi extrême? Est-ce là le prix à payer pour une existence vécue à 100 à l'heure, consumée par les deux bouts, ou bien le reflet de la cruauté d'un système qui presse les artistes comme des agrumes avant d'en jeter l'écorce sans le moindre état d'âme? Juste avant de tirer sa révérence, il a eu l'immense courage de faire tomber le masque et de révéler ses vérités ultimes sur ce métier qui l'a autant épanoui qu'il l'a dévoré de l'intérieur. Mais pour véritablement comprendre comment ce prince de la vie, cet hédoniste accompli, a pu se retrouver face à un vide aussi abyssal, il nous faut remonter le cours du temps. Il est indispensable de retourner aux origines de son parcours, là où tout a véritablement commencé, pour découvrir l'homme fragile qui se cachait derrière la légende et pour saisir les racines de cette destinée, aussi grandiose que profondément tragique. Si l'on devait brosser le portrait de la France des années 70 et 80, il faudrait absolument y inclure le sourire ravageur de Guy Marchand. Il n'était pas simplement un artiste de plus qui passait à la télévision. Il était une présence familière, presque un membre de la famille, une voix de velours qui semblait se murmurer personnellement à l'oreille de chaque téléspectateur. Son ascension vers les sommets n'a pas été une simple progression, ce fut un envol spectaculaire, porté par un charisme naturel qui traversait littéralement l'écran. C'était une période où la France avait besoin de figures masculines rassurantes, des hommes capables d'allier avec finesse la virilité et la sensibilité. Et Guy Marchand incarnait à la perfection cet idéal masculin, ce crooner à la française, capable de faire sangloter les violons tout en faisant s'emballer les cœurs. Le point de bascule, le moment où son nom s'est gravé pour l'éternité dans l'inconscient collectif, est survenu avec une mélodie que personne ne pourrait jamais oublier. En 1982, le film Les Sous-doués en vacances a propulsé la chanson destinée au rang d'hymne national officieux. Quelle ironie du sort pour cet amoureux puriste du jazz! Cette chanson populaire est devenue un phénomène culturel incontournable, résonnant depuis dans tous les mariages et toutes les fêtes de village à travers l'Hexagone. Avec ce tube immense, Guy Marchand n'était plus simplement un chanteur. Il devenait le symbole de toute une époque insouciante et joyeuse, mais son talent était bien trop vaste pour se limiter à la seule chanson. L'industrie du cinéma lui a alors ouvert les bras en grand, lui offrant sur un plateau d'argent l'opportunité de prouver qu'il était un acteur de génie capable de tenir tête aux plus grandes légendes.
Dans Garde à vue face aux monstres sacrés que sont Lino Ventura et Michel Serrault, il a livré une performance magistrale qui lui a valu le César du meilleur acteur dans un second rôle, prouvant à tous ses détracteurs qu'il était bien plus qu'un chanteur de charme, mais un comédien d'une profondeur insoupçonnée. Cependant, c'est véritablement au cours des années 90 que Guy Marchand est devenu une partie intégrante de notre vie de tous les jours en endossant le costume du détective Nestor Burma. Durant plus d'une décennie, il a arpenté les rues de Paris avec son saxophone et son impertinence, donnant vie au personnage créé par Léo Mallet avec une telle justesse qu'il a fini par ne faire plus qu'un avec lui. Pour des millions de Français, il était tout simplement Burma. Ce détective privé usé par la vie, mais au cœur immense, qui résolvait des affaires entre deux répliques cyniques. Chaque épisode était un rituel sacré rassemblant les familles devant leur poste de télévision et consolidant son statut d'icône populaire absolument intouchable. L'argent coulait à flot, les contrats s'accumulaient et la gloire paraissait éternelle. Il était le séducteur que tout le monde s'arrachait, l'homme à la mode par excellence. Invité d'honneur de toutes les émissions de télévision, celui à qui en apparence tout réussissait, avec une facilité presque insolente. Mais méfiez-vous, car la lumière la plus vive projette toujours les ombres les plus profondes. Derrière le strass, les paillettes et les sourires de façade, une réalité entièrement différente commençait à se dessiner. Ce succès phénoménal, cette destinée qu'il chantait avec une telle ferveur, se muait progressivement en une prison dorée, dont il ne soupçonnait pas encore l'étroitesse des barreaux. Pendant que le public l'acclamait pour ses rôles de policier et ses chansons entraînantes, le véritable Guy Marchand, l'amoureux passionné de jazz et de liberté, commençait à étouffer sous le poids écrasant de son propre personnage. Il l'ignorait encore, mais en consentant à devenir ce que le public exigeait de lui, il venait de sceller un pacte dangereux avec une industrie qui ne pardonne aucune faiblesse. Et c'est précisément à ce moment, à l'apogée de sa gloire, que les premiers pièges se sont refermés sur lui, préparant le terrain pour une chute lente, silencieuse et inéluctable que personne n'avait vu venir. Alors que la France entière fredonnait ses mélodies et se passionnait pour ses investigations télévisées, Guy Marchand vivait une réalité intérieure beaucoup plus sombre, une forme de schizophrénie artistique qui le consumait de l'intérieur. Le public voyait en lui un homme comblé qui nageait dans le bonheur et le succès. Mais dès que les projecteurs s'éteignaient, le silence retombait sur ses épaules, telle une chape de plomb exposant la véritable tragédie de sa vie, ce gouffre insupportable entre l'artiste qu'il rêvait d'être et le produit de consommation que l'industrie du divertissement avait façonné. Il avait été catalogué enfermé dans la case du séducteur un peu mièvre du charmeur à la voix de crooner. Une image qu'il a fini par détester de toutes ses forces, mais de laquelle il ne pouvait plus s'extraire. L'exemple le plus criant de cette aliénation demeure sans doute cette fameuse chanson « Destinée ». Pour des millions de fans, c'était un classique intemporel, un air joyeux. Pour Guy, c'était devenu une véritable malédiction. C'était un véritable boulet qu'il était contraint de charrier sur chaque scène, sur chaque plateau de télévision, un rappel constant de sa prison dorée. Ce morceau, il l'avait gribouillé en quelques instants presque pour rire une sorte de caricature musicale. Et voilà que le destin, avec son ironie cruelle et mordante, en avait fait son œuvre la plus célèbre, son hymne malgré lui. Imaginez un instant le supplice d'un authentique passionné de jazz, un clarinettiste épris d'harmonie complexe et d'improvisation audacieuse, condamné à fredonner soir après soir une ritournelle qu'il jugeait n'être qu'une soupe populaire sans âme. Il se sentait floué, trahi par son propre triomphe, devenu une marionnette entre les mains de producteurs qui ne voyaient en lui qu'une formidable machine à cash, totalement insensible à ses véritables ambitions artistiques. On exigeait de lui qu'il sourie, qu'il joue la comédie du bonheur, qu'il endosse le costume du clown de service. Pendant ce temps, au plus profond de son être, le musicien exigeant et puriste qu'il était pleurait de rage et de frustration. Même le personnage de Nestor Burma, ce détective qui lui avait pourtant apporté la gloire et la fortune, avait fini par se transformer en une sorte de prison de luxe, un esclavage doré aux barreaux scintillants.
Les plannings de tournage étaient infernaux. Les scénarios se ressemblaient désespérément et insidieusement. Guy Marchand sentait son identité d'artiste se dissoudre comme s'il était dépossédé de lui-même. Il n'avait plus le temps de vivre plus un instant pour simplement exister en tant qu'homme. Il était devenu un produit, une marque commerciale que l'on pressait jusqu'à la dernière goutte sans aucune pitié. La solitude glaçante de l'acteur dans sa loge, paradoxalement entouré d'une cour de gens qui n'aimaient que son reflet public et non l'homme derrière le masque, voilà quel était devenu son terrible quotidien. Il voyait les années de sa vie s'enfuir emprisonné dans ce costume de détective devenu trop étroit. Il sentait sa jeunesse et ses rêves les plus chers lui filer entre les doigts comme du sable fin. Le système, loin de le protéger, l'a au contraire broyé. Il l'a isolé, le coupant d'une vie normale, l'éloignant des plaisirs simples pour le confiner dans une existence artificielle, chronométrée et vide de sens. C'est précisément dans ce désert affectif et artistique qu'il a commencé à creuser lui-même son propre piège financier, cherchant désespérément à combler ce vide immense, à se sentir exister à travers la dépense. Malgré les signaux d'alarme, Guy s'est mis à brûler la vie par les deux bouts. L'argent qu'il gagnait à la sueur de son front, il le dépensait avec une frénésie quasi suicidaire, comme pour s'anesthésier. Des voitures américaines rutilantes, des chevaux de course, des passions dévorantes et coûteuses. Tout était bon pour meubler le silence angoissant qu'il attendait chaque soir, une fois les projecteurs éteints. Il achetait ce qu'il croyait être la liberté, ou du moins son illusion la plus parfaite. Chaque achat était une tentative de se prouver qu'il était encore maître de son destin. Il ne gérait pas sa fortune, il la dilapidait, comme pour se venger de cet argent qu'il avait asservi. Et dans son entourage, personne ne l'a arrêté, personne ne l'a mis en garde. Bien au contraire, on l'encourageait à entretenir ce train de vie fastueux, car cela servait l'image de la star flamboyante qu'il devait incarner aux yeux du public. Mais alors que les factures s'entassaient et que les propositions de contrat se faisaient de plus en plus rares, le sol a commencé à se dérober doucement sous ses pieds sans qu'il ne s'en rende vraiment compte. L'heure des comptes approchait et elle s'annonçait terrible. La véritable tragédie de Guy Marchand n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre ou un scandale retentissant qui fait la une des journaux. Non, elle s'est immiscée dans sa vie de manière insidieuse, lentement. Un peu comme le froid qui s'infiltre dans une maison dont on aurait laissé les fenêtres grandes ouvertes par une nuit d'hiver. Le véritable drame, le point de bascule, a commencé le jour où le téléphone, cet instrument qui avait rythmé son existence pendant des décennies, a cessé de sonner. Dans le monde impitoyable du spectacle, la vieillesse est une tare impardonnable, un crime silencieux qui vous condamne à l'oubli sans même la moindre forme de procès. Pratiquement du jour au lendemain, les producteurs qui l'avaient adulé lui ont tourné le dos, préférant des visages plus jeunes, plus frais, plus bankables, laissant le vieux lion seul avec ses souvenirs et ses regrets. C'est à ce moment précis que le piège financier qu'il avait lui-même patiemment construit s'est refermé sur lui avec une violence inouïe. Essayez d'imaginer l'angoisse de cet homme habitué au palace et aux dépenses fastueuses qui se réveille un matin pour constater que les coffres sont désespérément vides. Il ne s'agissait pas d'une simple baisse de revenus, mais d'une véritable faillite personnelle. La conséquence directe d'une vie entière passée à jouer les princes insouciants sans jamais se préoccuper du lendemain. Pendant que les rediffusions de Nestor Burma continuaient de divertir la France entière, entretenant l'illusion qu'il était toujours au sommet de sa gloire, Guy Marchand, lui, vivait dans une réalité parallèle, faite de calculs sordides et de renoncements quotidiens. Il a dû se séparer de ses biens les plus précieux, vendre tout ce qui pouvait l'être et assister impuissant à l'effondrement de son empire de carton-pâte. Mais le plus douloureux peut-être n'était pas la perte matérielle en elle-même, mais bien le sentiment d'abandon, le plus total, le plus glacial. Où étaient en a passé les amis des jours heureux, ceux qui avaient en profité de sa générosité légendaire, ceux qui buvaient son champagne et riaient à ses blagues? Tous s'étaient volatilisés, évaporés avec la dernière goutte de sa gloire. Il s'est alors retiré dans le sud, loin d'un Paris qui ne voulait plus de lui, cherchant un refuge précaire, dans une solitude qui n'était plus choisie, mais subie.
Ce n'était plus une retraite dorée sous le soleil, mais une fuite en avant, une tentative désespérée de cacher sa déchéance aux yeux du monde. Il se sentait piégé, humilié par sa propre insouciance passée, rongé par le remords d'avoir été la cigale de la fable, celle qui avait chanté tout l'été sans penser à l'hiver. L'insécurité financière est devenue sa réalité quotidienne, une ombre menaçante planant sur chacun de ses jours. Lui qui avait incarné l'élégance et le succès se retrouvait à compter chaque euro à la fin du mois. La situation était d'autant plus cruelle qu'elle devait rester secrète. Il ne pouvait pas avouer sa ruine car pour une icône de sa trempe, la pitié est une humiliation pire encore que l'oubli. Alors il s'est tu. Il s'est enfermé dans sa tour d'ivoire en ruine, regardant avec amertume le monde continuer de tourner sans lui, comme si de rien n'était. C'est dans ce dénuement total, une fois dépouillé de tous ses artifices, qu'une colère sourde a commencé à monter en lui. Pas une colère bruyante et explosive, mais une froide détermination à dire enfin sa vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'heure était venue de briser le silence et de régler ses comptes, non pas avec les poings, mais avec les mots. C'est donc dans l'intimité dépouillée de sa maison de Cavaillon, seulement quelques mois avant de rendre son dernier souffle, que le vieux lion a décidé de rugir une toute dernière fois. Il n'avait plus rien à perdre. Plus de carrière à protéger, plus d'images publiques à entretenir, plus de faux semblants à préserver. Face aux journalistes venus recueillir ce qui s'annonçait comme ses dernières confidences, Guy Marchand a laissé tomber le masque du séducteur et a livré sa vérité. Une vérité nue, brutale, sans le moindre phare. Avec une lucidité effrayante, il a prononcé ces mots qui ont résonné comme un coup de tonnerre dans le milieu feutré du show-business français « Je suis fauché ». Ce n'était pas une plainte, mais un constat implacable. Il a avoué avoir tout flambé, tout dépensé, transformant ses millions en souvenirs de chevaux galopant au vent et d'amours éphémères. Mais au-delà de la simple question d'argent, c'est le système tout entier qu'il a pointé du doigt sans ménagement. Ce système ingrat auquel il n'a jamais pardonné. Il a enfin osé nommer les choses qu'il avait meurtries, brisant ainsi l'omerta qui règne habituellement dans le monde des étoiles. Dans un premier temps, il a lancé une diatribe virulente contre une industrie qui, à ses yeux, le traitait comme une simple marchandise périssable, un produit avec une date d'expiration. Il a dépeint avec une amertume palpable comment on l'avait cantonné à des rôles de pitre, le contraignant à ressasser inlassablement les mêmes partitions, ce qui constituait une négation pure et simple de sa véritable nature d'artiste. Il a dressé le portrait de producteur qui ne voyait en lui qu'une implacable machine à audimat, totalement insensible à l'homme qui se flétrissait en coulisses, écrasé derrière le personnage. Puis, dans un second souffle, il a vomi son mépris pour cette chanson maudite qu'il a qualifiée de véritable sortilège empoisonné. Il a expliqué avec une amertume poignante comment ce morceau qu'il exécrait du plus profond de son être lui avait littéralement volé sa crédibilité en tant que musicien de jazz, le condamnant à n'être perçu par le grand public que comme le chanteur d'une rengaine facile, alors que lui ne rêvait que de la complexité harmonique et de la noblesse musicale. Pour finir, il a identifié son dernier adversaire, et sans doute le plus redoutable de tous, sa propre et abyssale solitude, au beau milieu de la foule qui l'acclamait. Il a fait la révélation d'avoir traversé toute son existence, entouré par des milliers de visages, sans que jamais personne ne perçoive véritablement qui il était au fond de lui. Il a confessé que tous ses excès, ses voitures de sport rutilantes et ses dépenses extravagantes n'étaient en réalité que de dérisoires pansements, posés sur une âme à vif, une âme en hémorragie. En faisant l'aveu de sa ruine, Guy Marchand ne cherchait en aucun cas la pitié. Il cherchait à reprendre le pouvoir sur son destin en déclarant « Je n'ai plus rien ». Ce qu'il disait en réalité, c'était « Je suis enfin libre ». 1 mois de liberté. La liberté de cesser de mentir. La liberté de ne plus feindre d'être riche et heureux simplement pour épater la galerie. Ce moment de vérité crue fut sa performance ultime, une performance non pas jouée pour une caméra, mais vécue avec ses tripes.
Il a réussi à transmuter son naufrage financier en une éclatante victoire morale, prouvant ainsi qu'un homme peut absolument tout perdre sur le plan matériel, tout en conservant sa dignité intacte et fière jusqu'à son dernier souffle. Ce fut un adieu sans phare ni artifice, le testament poignant d'un homme qui a préféré brûler sa vie par les deux bouts plutôt que de la laisser s'éteindre à petit feu dans l'ennui et les faux-semblants. Bien au-delà des chiffres effrayants de sa banqueroute et de l'amertume qui suintait de ses ultimes confidences, le récit de la vie de Guy Marchand résonne comme un avertissement universel et intemporel. Son histoire nous contraint à regarder en face la cruauté d'un système qui bien souvent broie les êtres humains pour fabriquer des légendes de papier glacé. Car Guy Marchand ne fut pas seulement la victime de ses propres démons et de sa démesure. Il était le symbole vivant de toute une génération d'artistes que l'on a adulés pour leur image publique, tout en ignorant superbement la détresse qui rongeait leur âme. Son parcours singulier soulève une question dérangeante, mais absolument essentielle, concernant notre propre responsabilité en tant que public. Avons-nous à ce point chéri le personnage de fiction que nous avons délibérément choisi d'oublier l'homme qui souffrait en silence derrière le masque? Sommes-nous les complices silencieux d'un système qui exige de ses idoles qu'elles soient parfaites, éternellement, jeunes riches et infaillibles? Un système qui nous incite à leur tourner le dos dès l'apparition des premières rides ou des premières failles. Non, la déchéance de Guy Marchand n'est absolument pas un échec. C'est peut-être même de manière paradoxale sa plus grande et admirable réussite philosophique. Dans une société obsédée par l'accumulation et le culte des apparences, il a fait le choix radical de tout flamber, de tout vivre, de tout ressentir, jusqu'à la toute dernière seconde. Son exemple nous rappelle avec force que l'argent n'est qu'un simple moyen et que la véritable fortune se niche dans les souvenirs impérissables, les passions dévorantes et les amours sincères, même lorsque celles-ci laissent de profondes cicatrices. Il a catégoriquement refusé de jouer le rôle du gardien d'un mausolée poussiéreux, érigé à sa propre gloire, choisissant de mourir léger, délesté du poids écrasant des possessions matérielles, tel un voyageur enfin prêt pour son ultime départ. Son cri final n'était pas un appel au secours, mais une revendication viscérale de liberté. La liberté fondamentale de dire non aux attentes étouffantes des autres pour enfin pouvoir s'écouter soi-même. Aujourd'hui, alors que le rideau est définitivement tombé, ne gardons pas de lui l'image d'un vieil homme triste et ruiné, mais bien celle d'un artiste incandescent qui a payé le prix ultime pour acquérir sa liberté. Il nous lègue cette pensée à la fois troublante et magnifique. Il est infiniment préférable de finir pauvre après avoir vécu comme un roi que de mourir riche sans jamais avoir véritablement existé. Si Guy Marchand a brisé le silence, ce n'était pas pour implorer le pardon, mais bien pour que nous puissions enfin percevoir la seule musique qui comptait réellement à ses yeux, la mélodie de son cœur. Que son destin serve de leçon à tous ceux qui rêvent des feux de la rampe. L'éclat aveuglant des projecteurs ne vaut absolument rien s'il doit éteindre la flamme intérieure qui nous anime. Reposez en paix l'artiste. Votre destinée désormais vous appartient entièrement et pour l'éternité.